On est lundi 8 avril, je vous prends de bon matin pour vous faire une petite intro de la nouvelle lecture commune, on va dire, et vous recontextualiser les choses parce que vous allez voir, il y a un petit défi. Alors, avec Claire, on a décidé de lire en commun Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo. Elle vous en a déjà parlé parce que dans la palle de printemps, elle l'avait mis. Et en fait, Brigitte Kemmerer sera au Salon du Livre de Paris ce week-end. Et je n'ai encore rien lu d'elle, sauf que j'ai un ticket pour aller à sa dédicace parce que son nouveau Défier la nuit me fait très envie. Et du coup, je me suis dit que c'était chouette de lire celui-ci avant de la rencontrer quand même. Donc, comme Claire voulait le lire aussi, on va essayer de le lire en commun. Sauf que mon dilemme, c'est que vous allez comprendre, c'est qu'en ce moment, je suis à fond là-dedans. Donc dans Akotard. Claire vous en a déjà parlé et reparlé sur cette chaîne. Et je la rejoins totalement sur le gros coup de cœur que c'est. Et surtout que ça partait d'une réécriture de La Belle et la Bête. Or, ceci est également une réécriture de La Belle et la Bête. Donc, mais plus young adulte. Bon, sachant que là, on est parti sur complètement autre chose après. Et que là où j'en suis, voilà, on n'est plus du tout sur La Belle et la Bête. Mais quand même, je suis très investie dans cette histoire. Donc là, j'en suis vraiment au début de ce tome 3. Je me dis, je vais faire une petite pause. Parce que je pense que j'en suis capable. Les personnages, je les adore. Mais je les retrouverai du coup avec joie après la lecture de celui-ci. Donc, le défi de lire celui-ci, ça va être de voir si j'arrive à l'apprécier sans faire de comparaison avec Akotard. Voilà, ce sera le petit défi. Il se trouve que je vais à la Foire du Livre International à Bologne. Donc je vais vous emmener avec moi. Je me dis que ça peut être intéressant. Je ne sais pas du tout ce que je vais réussir à filmer ou pas. J'espère avoir quelques plans à vous montrer. On verra bien. En tout cas, je vous embarque. Et puis j'embarque cette grosse bête. Ça ne me fait pas peur d'embarquer des grosses briques comme ça avec moi. Surtout que je n'aurai que celui-ci, donc ça va. Je vous reprendrai plus tard. À toutes! Bonjour à tous, on est mardi 9 avril, je pense que Marie vous a fait des images hier mais j'ai un petit peu de retard donc voilà, j'arrive 24 heures plus tard. Puisqu'on a décidé de lire ensemble Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer, puisqu'elle sera sur le Salon du Livre de Paris qui est vendredi pour des dédicaces, donc voilà, c'était le moment de s'y mettre. Donc en fait j'ai à peine commencé, j'en suis au chapitre 2, voilà. J'ai juste lu le premier chapitre hier soir avant de dormir, histoire de dire que j'avais commencé. En fait j'étais plongée dans celui-là, dont je voulais absolument avoir la fin, donc j'ai pas pu le mettre en pause, il fallait vraiment que je le termine. J'ai adoré, voilà, au passage. C'est parti, réécriture de La Belle et la Bête sur ce premier tome. Je suis assez curieuse de voir ce que ça donne, j'en entends beaucoup parler en très bien, ce premier tome. C'est le tome 2, j'ai l'impression qu'il déçoit un peu les gens dans la tournure des événements, mais écoutez, je vais me faire mon propre avis. J'ai déjà le tome 2 en plus dans ma bibliothèque, donc voilà, c'est parti. Et pendant que Marie est à Bologne,
Je suis gentiment chez moi, j'ai un peu de boulot et notamment j'ai pas mal de lectures à faire puisque je fais des lectures de manuscrits pour des maisons d'édition. Donc ils sont sur ma petite liseuse. Là j'en ai un qui est en cours, donc peut-être que vous me verrez aussi lire sur ma liseuse. J'ai aussi un article à écrire et j'ai également du suivi édito classique avec du pointage de correction, enfin pas tout à fait du pointage, du reportage de correction à faire sur un petit livret, sur pas du tout un roman, quelque chose de pratique. Voilà, un peu de boulot et peut-être que je vous emmènerai avec moi cet après-midi, en fin d'après-midi. Il faut que j'aille à la bibliothèque pour rendre des livres, sinon je vais avoir du retard dans mes rendus, pas très envie d'avoir des pénalités. Je dois passer à la librairie de mon quartier pour récupérer une commande, puisque j'ai commandé le tome 2 de The Prison Healer. Je sais jamais comment il s'appelle, mais voilà, j'ai commandé le tome 2 que j'ai très hâte de lire. Il l'avait pas en stock, donc voilà. Donc peut-être que je vous emmènerai aussi avec moi dans cette petite épopée de fin de journée. Coucou! On est jeudi 11, hyper tard le soir. La semaine passe hyper vite et j'ai pas une seule minute à moi pour me poser. Donc écoutez, c'est le moment. Vous aurez eu quelques petites images du coup de mon passage à Bologne. Malheureusement, j'ai complètement oublié de filmer quoi que ce soit ce soir à l'inauguration du Festival du Livre de Paris. Donc vous n'aurez pas d'image. Désolée. Par contre, aujourd'hui, j'ai eu quelques réceptions, donc je vous montre ça tout de suite. Déjà, j'ai reçu le 4e tome de la série Saga chez Urban Comics. J'avais tous les tomes jusqu'au tome 11, je crois, sauf celui-ci. Du coup, j'avais lu les 3 premiers et je m'étais arrêtée. Donc là, je vais pouvoir continuer. C'est une histoire que j'aime énormément. Un amour interdit entre 2 clans ennemis dans un univers complètement fantastique. Voilà. Et puis une enfant née de ce couple. Et tous les 3 essayent de survivre et c'est raconté du point de vue de cette petite fille. Voilà, donc c'est trop chouette et j'aime beaucoup et j'ai hâte de continuer. Et puis dans la même commande, j'ai également reçu Le Serment des Traqueurs de Laetitia Lajoigny qui est paru chez La Martinière Fiction et il me faisait de l'œil depuis un petit moment. Voilà, et puis je sais pas pourquoi, je l'avais jamais commandé et maintenant c'est fait. Donc j'ai hâte de découvrir ça. C'est un roman de fantasy, c'est une autrice que j'ai envie de découvrir. Elle est française, elle a gagné le concours Sarah Gimas que La Martinière Fiction a lancé. Bien envie de découvrir ça. Et puis, mon petit chouchou, il est enfin là. Je vous en ai tellement rabâché sur cette chaîne que je ne vais pas vous faire l'affront de vous refaire un résumé. Mais voilà, c'est la version française et elle est absolument magnifique. Je suis fanat de ce jaspage sublime. Voilà. Et attendez, l'intérieur est magnifique aussi. Je suis gaga de voir qu'ils ont repris un peu le graphisme de la version américaine avec donc le titre et le nom de l'autrice comme ça, comme si c'était des lettres d'une machine à écrire. Je suis fan avec ces dorures là partout. Bon, la couleur, je suis un peu moins fan, je trouve qu'elle tourne un peu au violet. S'ils étaient restés dans les bleus, c'était bien. Et puis il y a ça. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Cherish, la machine à écrire. Côté un peu vintage. On est fan, on est fan. Et ça, c'est magnifique encore. Le dos, il n'y a rien. Mais voilà. Et pas de jaquette réversible. Ou imprimé à l'intérieur. Mais c'est déjà si beau tout le reste que moi, ça me va. Donc voilà. J'ai trop hâte de pouvoir le relire en français. Donc ça, c'était la
belle surprise de ce soir. Je pensais pas que les caisses seraient ouvertes à l'inauguration, mais c'était le cas. Donc j'ai sauté sur celui-là, évidemment. Et puis il y avait des petits goodies, petits marque-pages avec Roman de ce côté-ci et Iris de ce côté-là. Le petit accroche-porte, ne pas déranger, je lis, évidemment. Jamais déranger quelqu'un qui lit ce livre, jamais. Avec une petite citation. J'ai fini. J'utilise jamais d'accroche-porte, mais celui-ci je l'aime bien. Vous savez pourquoi. Donc voilà, ça c'était les dernières arrivées dans ma bibliothèque. D'ailleurs, regardez, celui-ci va se ranger directement. Hop, à côté de la version anglaise, c'est parfait. Voilà. Donc ça c'est fait. Et sinon, donc je vais vous faire un petit update de ma lecture en cours, puisque on est là pour ça, hein, n'est-ce pas? Alors, avec mon rythme de folie là, entre Bologne, le boulot, les soirées de prise, etc., j'ai pas beaucoup avancé, je vous l'avoue, je vais pas vous le cacher. J'en suis que là. Voilà, donc j'ai lu 166 pages. Alors, je vous avais dit que ce serait un challenge pour moi de voir si je faisais la comparaison avec ACOTAR. Eh bien, pas du tout. Pas du tout parce que ça part complètement différemment. Je trouve que ça c'est beaucoup plus young adulte. Et puis c'est vraiment des univers très différents. Donc on suit Harper et Ren. On a leurs deux points de vue. Donc les chapitres s'alternent entre le point de vue de Ren et le point de vue de Harper. Harper étant la jeune fille qui va être enlevée du monde des humains et qui va arriver à Amberfall. Puis elle s'inquiète en plus de sa mère et de son frère qui sont restés dans le monde des humains parce que son frère elle l'a laissé dans une situation un peu compliquée où elle ne sait pas du coup s'il s'en est sorti ou pas. Et puis sa mère qui est vraiment malade et qui a besoin de soutien. Donc voilà, elle ne sait pas non plus si tout va bien pour elle. Et donc Ren, j'ai un peu du mal avec lui. Il est désabusé quoi, ça fait trop longtemps qu'il essaye de casser la malédiction, que ça marche pas. En plus, Harper qui arrive, elle est en mode rebelle, elle fait pas confiance, elle est pas du tout comme les jeunes filles qui d'habitude arrivent pour tenter de casser la malédiction. Donc ils se disent ça va capoter, c'est même pas la peine d'essayer. Enfin au début il est un peu dans ce mood là. Je sens venir le triangle amoureux entre Grey, Harper et Ren, j'avoue. Donc j'attends de voir si ça c'est bien fait parce que souvent j'ai un peu de mal avec les triangles amoureux. J'avoue que pour l'instant, j'ai une préférence pour le personnage de Grey. Même si au début, il était un peu plus dans le fight et un peu plus... un caractère un peu plus violent, un peu plus froid ou autre. Enfin, je sais pas comment dire. Mais il est intéressant, je le trouve très intéressant. Et Ren, ce qui va pas, c'est qu'il est blond. Hein, disons-le. Moi, j'avoue que les personnages blonds, j'ai plus de mal. Comme ça, c'est comme ça. Voilà, vous saurez tout. Je suis plus brun et Grey est brun. Il a cet avantage sur Ren. Et puis j'avoue, Ren, bon, il a des côtés touchants, mais pour l'instant, je suis pas encore totalement attachée à lui. Et Harper, je l'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, c'est un personnage qui a un certain handicap. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et en même temps, elle a un sacré caractère. On sent qu'elle va pas tomber amoureuse d'un gars qu'elle pense mauvais, ou d'un gars qui l'enferme, ou d'un gars qui la kidnappe, ou ce genre de choses. Et pour l'instant, elle essaye surtout de comprendre ce qui se passe, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, comment ça va se passer, enfin, elle essaye de comprendre, en gros, elle est très curieuse. Et en même temps, on sent qu'elle a des valeurs derrière, donc je sais pas si c'est mon rythme lent de lecture qui me fait dire que ce début est un peu lent, sûrement. J'attends qu'il y ait un truc qui fasse un peu plus avancer l'intrigue. Le côté point de vue qui s'alterne, c'est assez chouette. Donc voilà, je vais pas blablater davantage pour ce soir, il est déjà tard. Je vous reprendrai, je sais pas trop quand, parce que demain soir, j'ai un dîner avec des amis. Peut-être que je vous reprendrai que dimanche. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup avancé. Bon allez, je vous dis bonne nuit, et puis à très vite. Du gris, du vert surtout, comme si l'eau de mer en pénétrant dans la ville était devenue rivière. Et le noir,
À 1 mètre d'elle, tout autour, le noir. Opaque ou troué de paillettes sales, de poussière brune. Dans le faisceau de sa frontale, le toit d'une voiture se dessine. Il y a toujours cette peur qui s'installe à mesure qu'elle descend. La peur d'un animal d'abord, une murène ou un requin, ou même une méduse, bien que les méduses entrent rarement dans la ville, comme si la crasse des affluents les rebutait. Mais aussi la peur plus terrible encore, quoique moins dangereuse, de croiser un mort. Le gouvernement envoie des agents, des pompiers spécialisés pour rassembler les corps lorsqu'une montée des eaux ou des fièvres tue, et ce n'est pas infaillible. En plongeant dans les endroits les plus inaccessibles, Nolan a déjà croisé des morts et elle déteste ça, même si c'est surtout le premier dont elle se souvient. Un squelette tout habillé, comme dans un récit de pirate, sauf qu'il était au fond de l'eau et au volant de sa voiture. C'est de soit sortir de l'ombre des femmes qui ont agi et on n'a pas raconté leur histoire. C'est pas le même exploit réel qui est relaté dans les Olympes, mais on retrouve cette volonté de montrer qu'une femme peut le faire aussi. Et on est en train de réécrire une histoire de l'art avec des femmes qui en fait étaient des inventeuses et pas seulement des disciples. Parce que toute une histoire de l'art qui a été écrite où les femmes dans les ateliers des artistes étaient les disciples. Et en fait, souvent, on est en train de se rendre compte qu'elles ont inventé. Elles ont inventé, en fait. Donc, oui, il y a quelque chose qui a à écrire et à réécrire. Mais même moi, je ne savais pas que le judo était interdit aux Jeux Olympiques en 88. Je trouve que c'est important de le faire aussi de manière romanesque. De le faire à travers des fictions. Parce que par la fiction, il y a plus d'empathie. À La Rochelle, à qui il arrive un drôle de truc. Oui, on n'a pas trop envie d'être à leur place. Non. Et de le faire de manière ludique, amusante, poétique, drôle et participative. Certes, à première vue, tout laisse à penser que Palafox est un poussin. Un simple poussin, puisque son œuf vole en éclats. Un autruchon, comme il en éclot chaque jour de par le monde, haut sur pattes et le cou démesuré, un girafon très ordinaire, au pelage jaune tacheté de brun, un de ces léopards silencieux et redoutables, volontiers mangeur d'hommes, un requin bleu comme tous les requins bleus, assoiffés de sang. Qui est-ce qui, quand vous imaginez l'histoire, quand vous raconte une histoire, par exemple le Palafox là, qu'est-ce qu'il voit dans son esprit? Quelque chose d'assez précis, dans les contours d'une créature, non? Bonjour, on est dimanche. J'ai pas fait de vidéo intermédiaire, je suis désolée. La semaine a été hyper chargée, puis avec le salon du livre, c'était un peu la course pour tout faire. J'ai pas terminé encore un Sorcier Noir éternel, mais il me reste moins de 200 pages, donc j'ai bon espoir de le terminer d'ici ce soir. Je vais vous faire un petit point lecture avant de l'avoir terminé. Pour l'instant, je trouve ça très sympa, ça se lit bien, mais il manque quelque chose.
Pour moi, cette étape-là, il manque encore quelque chose. J'espère que ce soir ou demain, quand je vous filmerai la conclusion de cette lecture, je ne dirai plus cela. Je croise très fort les doigts. Pour l'instant, on est vraiment sur une réécriture de La Belle et la Bête, et donc du coup, la plupart des scènes, en tout cas les moments un peu charnières de changement, ben, je savais qu'ils allaient arriver, puisque c'est dans le dessin animé, c'est une réécriture vraiment du dessin animé. Et donc là, voilà, il vient de se passer un truc, je me doutais que ça allait se passer, puisque si on suit la logique du dessin animé, c'était censé arriver. Donc pour l'instant je suis pas hyper convaincue, cependant j'aime beaucoup quand même, ça se lit vraiment tout seul, le début est assez lent, mais alors est-ce que c'est parce que j'ai eu du mal à rentrer dedans, que j'avais beaucoup de boulot, que j'ai lu par petits bouts? Peut-être, peut-être que ça m'a pas aidé en tout cas, bon, je reste quand même persuadée que le début est un peu lent, hein. Du coup on a le point de vue de Harper et de Ren. Alors Harper, c'est une héroïne assez intéressante puisqu'elle ne se laisse pas vraiment faire. En tout cas, elle sait où elle a mis les pieds et elle se méfie, donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis surtout, c'est une personne qui est très généreuse et ça j'aime beaucoup puisqu'elle peut pas s'empêcher, malgré le fait qu'elle veuille rentrer chez elle, retrouver sa mère et son frère, vouloir aider malgré tout le prince Ren et vouloir surtout aider le royaume à trouver une solution et à pas mourir, quoi, à ce que tout le monde ne meure pas. J'aime beaucoup ce côté-là, très généreux. Au début, c'est vrai qu'on a un triangle amoureux entre Harper, Ren et puis du coup Grey qui est le garde de Ren. Mais c'est vraiment qu'au début. Il y a un moment où vraiment on quitte le triangle amoureux et puis pour moi, là, on n'est plus du tout dans un triangle amoureux depuis pas mal de pages. Heureusement, parce que je n'aime vraiment pas les triangles amoureux. Je me suis rendu compte sur le début de l'ouvrage que ça commençait déjà à me gêner. Mais il y en a forcément un qui est malheureux, j'aime pas. Bref, en tout cas, la petite idylle qui se développe est assez intéressante. Je suis très curieuse quand même de savoir comment ça va finir et qu'est-ce qui va être développé dans les tomes 2 et 3. Je sais pas du tout. Mais voilà, j'ai besoin qu'il se passe un truc, un plot twist, qu'il y ait un événement qui vienne tout rebasculer dans l'ouvrage pour me dire ok, il était très bien, c'était un coup de cœur comme j'ai pu l'entendre de plein de personnes sur les réseaux sociaux. J'espère pas être déçue, voilà, j'espère fort parce que bon, j'ai quand même mis du temps à le lire, donc j'espère que je vais beaucoup l'aimer et j'ai déjà les tomes 2 et 3 qui m'attendent. Et alors pourquoi est-ce qu'on lisait Un sort si noir et éternel? Mais tout simplement parce que, avec Marie, on a rencontré Brigitte Kemmerer au Salon du Livre de Paris et qu'on a pu lui faire dédicacer nos exemplaires de Défier la nuit. On a eu des petites goodies, donc là c'est un petit pins. Il y avait aussi un marque-page, je sais pas où il est. Je crois qu'il y avait un marque-page, bref. Donc ça c'est du coup sa nouvelle saga. Le tome 1 vient d'être traduit chez Rajo et vient d'être publié. Donc que j'ai aussi hâte de découvrir parce que l'histoire me tente beaucoup. Il y a un très beau gespage. Mais est-ce que je vais réussir à d'abord finir la trilogie d'Un sort si noir et éternel avant de commencer cette trilogie-là? On ne sait pas, l'histoire nous le dira. Mais en tout cas, très contente d'avoir pu rencontrer Brigitte Kemmerer, même si c'était un petit peu rapide. En tout cas, elle était adorable, donc c'était assez chouette. Mais je n'ai pas acheté que ça au Salon du Livre, il y a eu d'autres achats, il y a eu d'autres dédicaces, il y a eu d'autres rencontres, il y a eu plein de choses hyper sympas. J'ai un peu dérapé sur le nombre d'achats que j'avais prévu. Mais écoutez, les salons c'est aussi fait pour ça, c'est aussi l'occasion. Alors je vais commencer par les livres qui étaient prévus, qui étaient vraiment prévus. Il y en avait 2 qui étaient vraiment prévus. C'était d'abord La Felicita de Serena Giuliano, parce que je voulais vraiment la rencontrer. De toutes les façons, j'achète son livre, hein. Tous les ans, j'achète le livre de Serena Giuliano. Souvent, plutôt à la sortie d'ailleurs. Là, j'ai été assez patiente. Mais en fait, j'aimerais vraiment le lire cette année en été. D'habitude, je le lis à sa sortie en mars. Et c'est vrai que c'est tellement des livres où l'été est très présent. Alors, en général, ça me permet de profiter de l'été sans que ce soit l'été. Mais là, cette année, j'ai envie d'en profiter pendant l'été. Ça fait beaucoup de fois le mot été, là. Je suis désolée. Et donc du coup, je pense que je le lirai plutôt en juin ou en juillet, peut-être même en août. Voilà, Serena Giuliano, c'est de la bonne cam, c'est sûr. Et donc du coup, on a pu le faire dédicacer. On a même eu un petit chapitre supplémentaire à lire ou à écouter. Et le deuxième achat qui était prévu, c'était la traduction de Devon Rivers chez De Saxus, qui était en avant-première au Salon du Livre. Or, il est hyper beau.
Ils ont fait un petit jaspage, genre je crois que les Allemands l'ont aussi, voilà. Voilà les gardes avec du fer. Ça coûte cher de mettre du fer sur les gardes. Et oh là là, il est sublime. Trop contente de l'avoir entre les mains. Et très honnêtement, je pense que je vais aussi, pour justifier l'achat en avant-première, hein, parce que bon, en soi il sort dans 15 jours en librairie, je pense que je vais le lire après Un sorcier noir et éternel. Enfin, je vais le relire du coup, mais en français. Foncez une fois qu'il est en librairie, c'est vraiment très belle lecture. Très très belle lecture. J'espère qu'ils vont sortir le tome 2 cette année, en fin d'année. Je croise les doigts, je ne sais pas. J'ai oublié de demander au gars qui était sur le stand. Mais écoutez, et vraiment, ils se sont bien débrouillés. Ils ont mis du vernis sélectif sur la jaquette et en plus du fer. Donc ils en ont fait un joli petit objet. Oh là là, je vais le relire. C'est sûr, je vais le relire. Ensuite, dans les achats qui étaient prévus, pas prévus, parce que j'avais vu qu'elle était en dédicace, il y a The Curse of Sense de Kate Dramis, qui est publié du coup chez le nouveau label Calix de J'ai lu. Ils ont sorti 2 livres à la fois, il y en avait un autre, l'autrice était aussi en dédicace, mais moi c'est surtout celui-là qui m'intéressait. Puisque là, on est vraiment dans une histoire de royaume, d'espionnage, bref, ce que j'aime bien en ce moment. L'autre, c'est plutôt une histoire de sorcière. Bon, je me laisserai peut-être tenter plus tard. Et ce qui n'était pas du tout prévu, enfin, pas du tout. Je savais qu'il allait, j'espérais qu'il soit sur le salon, mais je m'étais dit non, Claire, tu l'achètes pas sur le salon, tu l'achèteras à la librairie. Mais bon, il était sur le salon et j'ai quand même craqué. Et mais pas du tout l'autrice en dédicace, mais c'est pas grave. Le nouveau livre qui est chez Olympe. Pour l'instant, j'ai pas acheté les 2 livres qu'ils ont publiés dans cette collection maison d'édition Gallimard. Glace, le tome 1 d'une trilogie de Stacey McEwan. J'avais envie d'une romantaisie dans la glace. Je sais que c'est pas l'hiver, mais écoutez, il fait trop chaud l'été, j'avais envie d'un truc qui allait me rafraîchir. Et donc, j'ai craqué pour ça, même si il est fort possible que j'attende pas du tout l'été pour le lire et que en fait ce soit le numéro 2 dans la liste de lecture à venir. Seul petit hic, les maisons d'édition, quand on fait du grand format, on n'écrit pas tout petit à l'intérieur. Voilà, c'est mon petit coup de gueule. Mais sinon, écoutez, j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre, notamment c'est Nina Quill qui en avait parlé, qui l'a lu en anglais. Voilà, j'avais envie, il n'y avait pas de raison spécifique à ça. Ensuite, en pas prévu non plus, mais écoutez, l'autrice était en dédicace, elle était toute seule à sa table, on était samedi matin. Un garçon sait presque rien de Lisa Balavoine. J'en ai parlé de ce livre dans un des épisodes du podcast sur les romans en vers libre, puisque c'est un roman en vers libre que j'ai déjà lu. Donc celui-là c'est bien, il va être directement rangé dans la bibliothèque, il va pas passer par la case pâle. C'est un roman que j'ai lu l'année dernière, que Marie m'avait prêté d'ailleurs, et que j'ai beaucoup aimé. Donc de toutes les façons, j'avais quand même un peu envie de l'ajouter à ma bibliothèque pour l'avoir sous la main et éventuellement le relire ou le prêter. Et en plus, comme Lisa Balavoine était là, c'était l'occasion de la rencontrer et j'ai eu une discussion très chouette avec elle sur la façon dont elle écrivait, sur ce qu'elle voulait faire passer dans ses romans, etc. Et en non prévu, j'ai aussi pris La Chasse de Maureen Desmailles. J'étais à une rencontre samedi soir, enfin samedi en fin de journée, avec Maureen Desmailles et Anouk Filippini, qui a écrit un autre livre que j'ai lu déjà, qui s'appelle This is not a love letter. C'est celui-ci, que j'avais trouvé très intéressant, puisque ça parle, donc 2 livres qui parlent de sexualité. Et donc c'était le sujet de la rencontre, c'était le sexe, les jeunes et les livres. Et donc du coup, toutes les deux nous ont livré un peu ce qu'elles avaient voulu faire passer comme message dans leur livre, quels avaient été les enjeux, les difficultés, qu'est-ce que c'est qu'écrire pour les jeunes du sexe, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est compliqué, comment est-ce qu'on s'y prend, comment est-ce qu'on ne tombe pas dans les clichés, est-ce qu'on a envie de tomber dans les clichés aussi, comment est-ce qu'on déconstruit une narration, en quoi est-ce que c'est difficile qu'on déconstruise une narration, bref, c'était très intéressant. Les questions de journalistes étaient très pertinentes et elles avaient des choses qui se complétaient énormément. J'ai beaucoup aimé la conférence. Bon, malheureusement, j'ai pas pu faire dédicacer celui-ci parce qu'on avait le droit de rentrer qu'avec 2 livres et j'avais déjà 2 livres. Du coup, j'ai pas pu prendre celui-ci.
et j'ai pas eu le temps d'aller parler à Anouk Filippini, mais elle était très très intéressante. Et vraiment, voilà, c'est un ouvrage très intéressant pour parler de la sexualité aux jeunes et pour déconstruire certains stéréotypes, on va dire. Et La Chasse, du coup, je l'ai pas lu, donc j'ai pu l'acheter et le faire dédicacer par l'autrice, qui était vraiment très très intéressante. Si vous ne connaissez pas, La Chasse, c'est publié chez L'Ardeur, qui est une collection de Thierry Magnier, qui parle de sexualité et sensualité aux adolescents. Pas de tabou, pas de filtre, on est direct, on est cru, mais on est très juste. Et l'idée, c'est d'avoir, c'est une collection qui propose un contrepoint, on va dire, à la pornographie, un contrepoint aussi, elles l'ont dit, à la dark romance. Je suis assez d'accord. J'ai déjà lu 2 livres de la collection, donc celui-ci, ça serait le 3e. J'en ai un autre qui m'attend dans ma bibliothèque. Et celui-ci, ce qui est intéressant, c'est que on a un héros ou une héroïne qui s'appelle Max. Et en fait, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, on n'en a aucune idée pendant tout le livre. Donc c'est un véritable exercice littéraire, mais aussi un exercice de narration. Parce que l'idée, c'est que c'est pas quelqu'un qui n'a pas de genre, c'est pas une personne non genrée, c'est bien quelqu'un qui a un genre, mais juste on laisse libre interprétation au lecteur ou à la lectrice de se positionner sur le genre de Max ou au contraire de ne pas se positionner. Donc assez intéressant sur l'écriture, j'ai hâte de pouvoir le voir pour comprendre comment est-ce qu'elle a écrit ça pour faire passer ce sentiment-là. Et puis vous vous doutez bien qu'écrire une scène de sexe de façon explicite, sans jamais, comme elle l'a dit, en fait parler d'un phallus, ou pas, de la présence ou pas d'un phallus, c'est pas forcément chose aisée, donc voilà, je l'ai pris aussi pour une curiosité littéraire, curiosité aussi en tant qu'éditrice sur le sujet, surtout que si vous écoutez un peu mon podcast, j'ai toujours été très intéressée sur les tabous dans la littérature adolescente, et le tabou ultime c'est la sexualité. J'en avais fait un mémoire, et donc du coup c'est un sujet qui me tient un peu à cœur, même encore aujourd'hui, 10 ans après mon mémoire. Donc voilà, j'ai pris La Chasse pour aussi, puis j'ai pu discuter un peu avec l'autrice, qui était très sympa. Et il y en a 2 autres dans ma liste qui sont des livres que j'avais déjà dans ma bibliothèque, mais dont j'ai demandé des dédicaces aux autrices qui étaient présentes sur le salon. C'était chouette de pouvoir aussi rencontrer des autrices dont j'ai lu déjà les livres et avec qui on peut un peu parler. Notamment, il y avait Marion Brunet que j'ai rencontrée vendredi, qui était présente, qui a fait une rencontre où elle a parlé de Ilos et de son titre en littérature générale qui est paru chez Albin Michel, je crois que c'est Albin Michel, récemment, qui s'appelle Nos armes. Donc il y avait des parallèles et c'était intéressant de l'entendre parler des parallèles entre littérature générale, littérature adolescente, les différences, les ressemblances, etc. Ilos, j'en ai déjà parlé, je vous en reparle pas, qui a été vraiment une très 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 bonne lecture. Elle a un style qui est très particulier mais qui est très efficace. Et puis là, c'est une dystopie écologique. On est à Marseille en 2052. Donc très contente d'avoir pu rencontrer aussi Marion Brunet que j'ai enfin lu. Et puis, petit album pour changer un peu. Une année ensemble de Claire Lebourg, elle était en dédicace sur le stand de l'école des loisirs. Et en fait c'est un album, je pense que je ne vous l'ai pas montré sur la chaîne YouTube. En fait c'est des scènes de vie, des grandes scènes de vie de chats dans différents espaces publics. Donc là, je vous montre pas la plus joyeuse, c'est l'enterrement. Mais il y a aussi des choses, il y a le café et en fait c'est au fil des saisons. L'épicerie, le cours de dessin, le restaurant, bref, c'est tous des chats qui sont mis en scène dans des grandes scènes. J'ai complètement craqué en librairie, il est sorti il n'y a pas longtemps. Et vous avez avec le livre un petit chat en papier, avec des chats avec leurs prénoms qu'on retrouve dans le livre, et on peut faire un petit cherche-et-trouve. Voilà, c'est un album que je trouve très joli et très, très intelligent, suffisamment simple pour proposer quelque chose d'original. Je sais pas comment vous dire, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Et donc du coup j'ai le droit à ma petite dédicace avec un petit chat trop mignon. Hop, juste là. Et ce qui était très chouette, c'est que j'ai appris qu'elle était aussi l'autrice de Nénette, qui est un album qu'elle avait
initialement auto-édité, elle avait tourné en librairie pour le vendre directement au libraire, et puis finalement, je crois que c'est l'école des loisirs qui a racheté les droits pour le publier, et il se trouve que j'étais stagiaire en librairie le jour où elle a tourné pour le vendre, et donc du coup la libraire chez qui j'étais, elle lui avait pris quelques exemplaires. Donc en fait je l'avais déjà vu, mais il y a 12 ans maintenant je pense. Donc c'était assez drôle de me rendre compte que c'était elle. Donc voilà, j'en reste là, il est déjà 5 heures. Je vais pouvoir me remettre à un sorcier noir éternel que j'espère finir ce soir, et que j'espère que j'aurai le petit retournement de situation que j'attends. Voilà, je vous laisse là. Coucou! Je vous reprends, on est dimanche 14 avril, il est à peu près 18 h, donc je viens avec ma petite tête fatiguée d'après salon vous faire un petit update sur, premièrement, mes achats sur le salon, il y a eu un petit craquage, vous verrez. Et puis sur mon update lecture de Un sorcier noir et éternel. Alors, on va commencer par les achats. Le premier, vous l'aurez vu dans les petits clips qu'on vous aura montré. On avait dédicacé le tout nouveau Brigitte Kemmerer, qui est absolument sublime, regardez-moi ça. Voilà. Un très très beau jaspage, avec cet effet sur le titre. Je me suis pas trop plongée sur le résumé. J'ai juste envie de découvrir parce que j'ai entendu de très bons avis. Donc voilà, ce sera à découvrir après Un sorcier noir éternel. Ensuite, j'ai craqué aussi pour The Curse of Saints, qui est le premier tome et le premier roman d'ailleurs de Kate Dramis. Pareil, j'ai craqué dans la belle édition avec le petit signet et avec des superbes gardes. Idem, petite dédicace. C'était trop chouette de rencontrer l'autrice, qui parle un petit peu français d'ailleurs, parce qu'elle a fait ses études, enfin 1 an d'études en France. Donc trop chouette. Ensuite, je voulais m'acheter une petite romance, et celui-ci était en avant-première, donc je l'ai pris, The Cheat Sheet de Sarah Adams. C'est une petite romance entre une ballerine et un quarterback qui sont meilleurs amis, et une histoire de Friends to Lovers du coup, avec un peu de fake dating. On verra ce que ça donne. Mais j'ai entendu de très bons retours, notamment des américaines. Donc à voir. Ensuite, alors j'ai entendu une conférence sur les héroïnes badass, où il y avait Marie Réplin qui a écrit La carte des confins. Et il y avait également Carole Trébor qui est à l'origine de ce recueil de nouvelles qui s'appelle Les Olympes. 8 nouvelles sur des destins de femmes liés au sport. Voilà, donc c'est un peu féministe, c'est un thème qui est quand même assez rarement abordé, je trouve, dans la question féministe en tout cas. Et de l'entendre parler comme ça du rapport au corps par rapport au sport, c'était hyper intéressant. Et du coup, ça m'a intriguée. Et donc, j'ai bien hâte de découvrir, d'autant plus que là, c'est 8 nouvelles, mais pas que de Carole Trébor. Elle en a écrit une seule, et après, c'est 7 autres auteurs et autrices, dont une que je connais déjà, Valentine Gobi, que j'aime énormément. Donc, j'ai trop hâte de découvrir toutes ces petites histoires. Il me fallait absolument le Felicita de le nouveau Serena Giuliano. J'adore découvrir ces nouveaux romans pour l'été. Je trouve que c'est des petits bonbons à chaque fois. C'est bourré d'humour, de tendresse, des personnages hyper attachants. Et en plus, ça nous fait voyager en Italie. Donc j'ai trop hâte de découvrir celui-ci qui, cette fois, parle d'une jeune femme, Valentina, qui est wedding planner, donc qui organise des mariages. Voilà, j'en sais pas plus. Je n'ai pas envie d'en savoir plus. Ensuite, j'ai également pris Des cahiers d'obscurité de Gaël Momont qui est paru chez Gulfstream. C'était un titre qui m'intéressait depuis un petit moment, mais je voulais me le prendre à Montreuil, et puis en fait l'autrice n'était pas là. Et comme je me mets un petit peu comme règle sur les salons de ne prendre que des titres que je fais dédicacer, parce que sinon il y a trop de craquage, donc ça réglemente un petit peu. Bon, là j'ai aussi acheté 2 titres en avant-première, dont celui-ci là, Divine Rivals, vous l'avez déjà vu, et puis de Cheat Sheet, parce que j'avais envie d'une petite romance. Bref, je m'éloigne du sujet. Donc Des cahiers d'obscurité qui me faisaient beaucoup envie, parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. C'est du young adulte si je ne me trompe, et de la fantasy. Et voilà, je crois qu'il y a une histoire de dragon, moi je suis pas très sûre.
Bref, ça a l'air chouette. Le livre est super, c'est du Gulfstream. C'est le même format que Runborn d'Ariel Holst. Donc j'aime trop ce format, je trouve que c'est très très chouette. Donc trop hâte de découvrir ça. Et le craquage ultime, qui n'était pas du tout prévu lui, c'est le nouveau Cassandra Clare, qui était là aussi en dédicace d'ailleurs. Et le livre est magnifique, disons-le. Il est vraiment très très beau. Il y a la carte, oui, voilà, toute cette or là, on aime. La carte à l'intérieur de la jaquette. Et des gardes que personnellement je trouve vraiment très très belles. Avec pas mal de personnages. Et donc, petite dédicace rapide. Voilà. Et surtout, on avait des goodies. On avait des super goodies avec la dédicace qui était donc des cartes illustrées avec tous les personnages. Enfin, tous, je sais pas, mais il y en a 10, donc ça fait déjà beaucoup. Voilà, je vous les montre tous. Ça va un peu vite, mais comme ça, vous aurez une idée. Et je les trouve très très chouettes. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, donc ça c'était le gros craquage. Parce qu'il n'est pas donné celui-ci, hein. On va pas se le cacher. Et j'ai jamais lu de Cassandra Clare. J'ai vu les séries, enfin le film et la série de The Mortal Instruments, mais j'ai jamais lu les livres. Parce qu'il y avait trop de livres, parce que j'avais déjà vu l'histoire sous 2 angles différents. Même si je pense que les livres apportent toujours quelque chose d'autre, de particulier. Mais voilà, je me suis jamais lancée. Il y a trop de séries en fantasy. Et du coup, je vais découvrir la plume de Cassandra Clare avec celui-ci. Les Chroniques de Castellane. Qui est le tome 1, le Parlam. C'était tout pour mes achats du salon. C'est déjà pas mal. Et maintenant, venons-en à celui-ci que je suis en train de lire. J'ai bien avancé, regardez ça. J'en suis à peu près à page 430. Et j'avoue que si j'ai eu du mal au début à accrocher, j'ai trouvé ça un peu lent. Peut-être aussi parce que j'avais un rythme de lecture un peu lent. C'est tout à fait possible. À partir de la page à peu près 300, là j'ai vraiment commencé à m'accrocher, à voir des trucs. En plus on discute avec Claire sur les théories qu'on peut avoir sur les personnages, sur la malédiction, tout ça. Et j'avoue que là maintenant ça y est, je suis bien dedans, j'ai bien accroché aux personnages. Alors Harper, je pense que c'est celle avec laquelle j'ai le plus accroché dès le départ. Je la trouve vraiment très intéressante, c'est une femme forte qui a du caractère. Elle garde quand même une part de fragilité, de doute qui est intéressante. Et en même temps, elle fait vachement évoluer aussi les 2 autres personnages en Grey et Ren. Sachant que, comme je vous disais avant, dans un précédent top 10, j'étais plutôt team Grey. Bon, non seulement parce qu'elle était brun, mais aussi parce que je le trouvais plus touchant. Et les choses ont pas mal changé. J'avoue que maintenant je suis plutôt team Ren parce que je trouve son évolution hyper intéressante. On apprend aussi vachement à le découvrir. Ou comme on est des 2 points de vue, je trouve ça hyper intéressant de voir un peu les sentiments qui naissent entre les deux et tout. A l'inverse, le personnage de Grey, il y a un élément assez fort quand même qui me dérangeait dans son personnage depuis le départ, mais qui s'est vachement accentué. Et lui pour le coup il a pas trop d'évolution pour le moment en tout cas. Et en fait ce qui me dérange particulièrement, c'est qu'il a une loyauté et une obéissance envers Ren qui est carrément aveugle. Et j'avoue que ça me tend un petit peu. Maintenant j'ai une théorie, je ne sais pas si elle va se vérifier, de dire que peut-être ça ferait partie de la malédiction et ce serait un truc un peu magique. On verra si c'est le cas. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est pas juste une romance. Il y a quand même aussi, dès le départ en fait, les choses sont posées, elle veut pas tomber amoureuse de lui parce que elle est prisonnière un peu quand même, hein. Donc ça je trouve ça intéressant. En fait elle se bat un peu aussi sur ses sentiments naissants par rapport au fait qu'il l'a quand même kidnappée. Elle se sent peut-être un peu forcée aussi parce qu'elle le sait dès le départ que pour vaincre la malédiction il faut qu'elle tombe amoureuse et que lui aussi. Bref, il y a un truc qui est quand même pas hyper sain dans l'histoire. Mais en même temps, justement, tout ça c'est mis en question. On parle beaucoup de cette malédiction. Et en fait, tous les deux, c'est
avec ce point de départ du fait de dire en fait c'est voué à l'échec parce que il y a un manque de confiance, il y a en effet cette idée de malédiction qui force un peu les choses. Du coup, ils essayent de faire des choses pour le peuple, en fait, d'Amberfall, et pour qu'il y ait le moins de gens possible qui subissent la malédiction. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que du coup, c'est toute cette quête-là qui va les mener à collaborer, à se faire évoluer l'un l'autre. Et voilà, et en tout cas pour l'instant, du coup, on en est là et j'attends de voir. Je sais que Claire est plus loin que moi. En tout cas, elle m'envoie des messages qui me donnent envie de continuer, sans spoiler. C'est très très drôle. J'aime beaucoup, même si c'est pour l'instant c'est pas un coup de cœur. Pour l'instant, c'est une bonne lecture. Mais je commence vraiment à m'attacher aux personnages et à leurs relations. Donc, à voir comment ça évolue. Et à voir aussi comment l'intrigue politique va évoluer. Comment la malédiction va évoluer. Comment ils vont s'en sortir face à Lilith aussi, parce que elle, comment dire, on la déteste et c'est une vraie méchante pour le coup. Elle fait subir des atrocités aux personnages. Bref, à voir tout ça. Donc je vous reprendrai sûrement quand je l'aurai fini, hein, parce que apparemment ça devient addictif à partir de la page 500. Je suis ouais, il me reste 70 pages, mais je sais pas. Peut-être que je me ferai une soirée lecture à fond. On verra. En tout cas, j'y retourne. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonjour, on est lundi 15 avril du coup, et ça y est, j'ai terminé hier soir Un sort si noir et éternel. Alors mon avis final, en fait j'avais vu beaucoup d'avis très positifs sur le livre, qui parlait de coup de cœur, et donc du coup je suis un peu perturbée parce que je m'attendais du coup à avoir un coup de cœur et c'est pas le cas. Alors il y a pas réellement le plot twist tel que je l'attendais hier, il y en a un quand même, mais un qu'on voit venir au bout d'un moment. Une fois qu'on a eu une information, tout devient hyper évident. Donc j'ai quand même aimé ce petit retournement de situation de fin, mais c'est pas non plus voilà, le coup de cœur absolu. Mais j'ai bien aimé, franchement, c'était une très bonne lecture, ça se lit vraiment tout seul, c'est hyper fluide. On s'attache doucement au personnage, on rentre doucement dans l'univers, ça sort pas de nulle part, enfin voilà, c'est vraiment très intéressant. Je lirai la suite, je pense, assez rapidement, tant que je suis dans l'histoire, etc. Les personnages sont intéressants. Heureusement, en fait, effectivement, on a un triangle amoureux qui, en fait, ne perdure pas tellement dans le temps, mais qui revient quand même un peu à la fin. Donc je suis assez inquiète de ce qui pourrait se passer dans le tome 2. J'espère que ça sera pas trop drama. Enfin, je sais pas. En fait, elle peut faire un truc vraiment très cool dans le tome 2. Donc j'espère que ça va être le cas. Mais en tout cas, voilà, ce tome 1 était assez intéressant. On est vraiment sur la réécriture de La Belle et la Bête. On est vraiment sur une histoire de malédiction, tomber amoureux, etc. Les deux protagonistes qui vont tomber amoureux sont vraiment trop chouchous. J'ai hâte de les retrouver d'ailleurs dans le tome 2. Il y a une belle évolution du personnage de Ren en particulier, qui est vraiment un gars qui est complètement... c'est le prince maudit par excellence, dans le sens où... en fait, il en a ras-le-bol, il n'y croit plus, il est complètement abandonné à sa situation et il se dit que de toutes les façons ça n'ira pas mieux, bah, comme la bête dans La Belle et la Bête, hein, très clairement. Enfin, lui il est quand même peut-être un niveau au-dessus, et même au point où il n'a pas vraiment fait le tour pour essayer de sauver aussi son peuple, même si finalement c'est un bon prince. On a des petits doutes, mais c'est bel et bien un bon prince. Donc voilà, avec l'arrivée de Harper, qui va venir un peu tout bouleverser, qui va un peu redistribuer les cartes de sa situation, il arrive à... Enfin voilà, il évolue et c'est plutôt chouette, et du coup, ben, l'histoire d'amour qui se forge entre eux est assez mignonne, même si je vous laisse découvrir si elle aboutit ou pas en termes de malédiction. Mais je suis quand même un peu déçue parce que tout le côté malédiction était beaucoup trop basique. Enfin, il manquait un petit quelque chose à l'histoire pour la rendre définitivement originale. Mais contente quand même de l'avoir lu, d'avoir un peu mieux découvert Rajo aussi, puis voilà, d'avoir découvert quand même
parce que c'est un best-seller, c'est écrit sur la petite pastille, pouvoir me faire ma propre idée. Et puis j'étais contente de retrouver une petite réécriture de La Belle et la Bête, qui est un de mes dessins animés préférés. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc écoutez, vous aurez des nouvelles certainement sur la chaîne, de mon avis sur la suite de la trilogie, puisque je vais pas trop traîner. Du coup hier j'ai commencé Divine Rivalité de Rebecca Ross, qui paraît début mai chez De Saxus, mais qui était en avant-première au Festival du Livre et du coup que j'ai acheté. J'avais déjà lu en anglais, comme vous le savez, mais c'est vraiment trop mignon et je suis trop contente de replonger dans l'histoire et c'est une relecture mais un peu particulière puisque c'est une relecture en français alors que jusqu'à maintenant j'avais toujours lu en VO. Je vais vous laisser là. Coucou, je reviens vous faire une dernière update sur Un sorcier noir et éternel que j'ai fini dans la journée. On est lundi 15 avril, donc vous voyez ça n'a pas fait long feu depuis hier. C'était une chouette lecture, c'est pas un coup de cœur, je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous le disais, le début est assez lent. Vraiment, je pense que c'est pas un effet de la lenteur de ma lecture à moi. Je pense que c'est vraiment ça, parce que vu la fin et tout ce qui se passe dans la fin, le fait que je pouvais plus m'arrêter, j'étais vraiment accrochée et il fallait que je sache. Tout s'enchaîne hyper vite et ça c'est trop chouette, c'est très addictif. Au niveau des personnages, du coup, Harper, ça reste mon personnage préféré du début à la fin. Elle évolue certes, mais elle reste toujours droite dans ses bottes. C'est une jeune fille hyper courageuse, qui a vraiment des vraies valeurs et qui les met en avant, qui fait pas de ses faiblesses des poids, mais au contraire, qui vit avec, qui en fait presque des forces. Notamment, voilà, elle a un petit handicap, vous verrez. Et ça, c'est super bien décrit. On est dans une romance à La Belle et la Bête, donc syndrome de Stockholm, il l'enlève, elle est un peu prisonnière et tout ça. Et pour autant, c'est pas du tout malsain. Et on est vraiment dans une romance où elle tombe pas amoureuse avant de savoir que c'est un gars bien. Parce qu'en général, c'est ça qui me plaît pas dans les romances, notamment dans tout ce qui est new romance, etc., où la jeune fille tombe amoureuse du bad boy, certes, et on découvre après coup que en fait c'était pas vraiment un bad boy, mais en fait les sentiments arrivent trop tôt selon moi souvent. Ce n'est pas le cas ici. Et Ren et Grey, comme je vous le disais dans les précédentes updates, j'ai eu du mal à m'accrocher à eux au début, ils avaient vraiment une part d'ombre très forte. Ren, un peu le gars désespéré, qui n'en peut plus en fait de tout ça, qui est très mal à l'aise, qui a honte aussi de tout ce qu'il vit et de tout ce qu'il fait subir à tout le monde. Et puis en fait avec la venue d'Harper, avec son caractère à Harper, il va vachement évoluer, il va s'ouvrir et c'est trop chouette de voir cette évolution. Et je me suis bien attachée à lui au fil de l'histoire. Et j'ai trouvé leur romance hyper chouchou. Enfin vraiment, ils sont trop mignons tous les deux au fil de l'histoire. Et Grey, au début je vous disais que j'étais team Grey. Plus du tout. Plus du tout maintenant. Surtout qu'on ne fait plus trop allusion à leurs cheveux blonds et bruns. Donc ça va, j'ai passé au-dessus. Pour moi, Ren il est brun, c'est pas grave. Grey, son personnage, au début c'est vrai que j'étais assez attachée à lui, je le trouvais sympathique. Et puis en fait on se détache vachement de lui quand la romance entre Ren et Harper se développe. Et du coup en fait à la fin j'avoue que je suis beaucoup moins attachée à Grey, même si je continue à bien l'aimer. Mais pourquoi ce n'est pas un coup de cœur et pourquoi j'ai un peu peur de la suite, je vous ne le cache pas, c'est cette fin. Cette fin qui amène plusieurs éléments, où on voit se dessiner un triangle amoureux. Je crois que je vous l'avais dit aussi dans une précédente update, que j'avais peur d'un triangle amoureux. Finalement, ça s'est vachement effacé pendant que la romance entre Harper et Ren se développe. Et du coup, ce petit triangle qui réapparaît à la fin, et puis en plus de ça, la fin elle-même, le petit twist qui arrive à la fin, qu'on devine dès le moment où en fait une révélation est faite, on devine la toute fin. Mais vraiment cette fin, elle me fait très peur. Parce que elle amène le triangle amoureux, mais dans une façon qui laisse penser que ça va être un peu la cour d'école dans les prochains tomes. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas, je les ai pas lus, mais j'ai un peu peur de ça. Donc voilà, c'est ce qui me fait dire que c'était une chouette lecture. Voilà, c'était tout pour moi.
Bonjour à tous. Alors, on a terminé le vlog lecture depuis quelques temps maintenant, mais on s'est laissé une semaine de plus pour publier la partie 2 parce que sinon le vlog était interminable avec nos 2 lectures. Donc, vous le saviez, il y a littéralement 3 secondes, on était en train de faire le bilan lecture du premier tome d'un Sorcier noir et éternel de Brigitte Kéméraire, chez Rajo, qui est du coup une trilogie. Et j'étais un peu coussi-coussa en termes d'avis, et je me suis dit je vais pas trop laisser traîner cette lecture, sinon j'arriverai jamais à lire les tomes 2 et 3 que j'avais déjà dans ma bibliothèque. Et donc du coup, j'ai lu le tome 2 pendant cette semaine supplémentaire, mais je plaide coupable, j'ai lu aussi le tome 3. Et pourquoi est-ce que j'ai lu les 2 tomes aussi rapidement? Mais parce que j'ai adoré, voilà. Donc on s'est dit que c'était sympa de vous faire un petit ajout par rapport au vlog qui avait été filmé pour que je vous fasse la conclusion totale de la trilogie, étant donné que je l'ai dévorée. J'ai vraiment adoré en fait cette trilogie. Alors qu'est-ce qu'il y avait de plus par rapport au tome 1 et quels étaient un peu les trucs qui pêchaient sur le tome 1 que moi j'ai du coup adoré sur le tome 2 et 3. Alors déjà, je pense que on peut le dire effectivement, je comprends parce que j'avais vu, je vous avais dit que j'avais vu beaucoup d'avis très dithyrambiques sur le tome 1 et du coup de gens qui n'avaient pas du tout aimé le tome 2, s'ils n'aimaient pas la tournure des choses. Et ben moi je pense que ça a été bénéfique que le tome 1 pour moi soit pas un énorme coup de cœur ou voilà une claque, mais une lecture sympa avec des personnages sympas mais avec quelques réserves, parce que du coup en fait c'était normal, ces petites réserves c'était pour mieux apprécier ce qui allait se passer dans le tome 2 et où pour moi l'histoire démarre vraiment, enfin vraiment, pas vraiment, mais elle démarre vraiment avec ce tome 2 pour moi. Je pense que le tome 2 c'est mon coup de cœur, plus que le tome 3 aussi. Le tome 3 est une conclusion assez intéressante de la trilogie. Peut-être qu'il a manqué un petit quelque chose, c'est une fin qui... c'est pas une fin ouverte, pas du tout, mais c'est une fin qui peut laisser un peu sur sa fin. Moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas, personnellement j'ai aimé la façon dont ça s'est fait. Après peut-être que la conclusion, j'attendais quelque chose d'un peu plus épique que ce qui a été proposé là. Mais franchement, c'est si on veut titiller, chercher la petite bête, en vrai j'ai passé un excellent moment de lecture et c'est ça qui compte. Et c'est ça que je retiens, et c'est le fait d'avoir dévoré ces un peu plus de 500 pages en 2 jours, parce que j'étais tellement stressée pour les personnages, il y avait une tension qui était tellement montée au cours de ce tome 2 et qui ne fait que continuer à monter avec ce tome 3 que j'ai pas réussi à lâcher ma lecture et j'ai dévoré le dernier tome. Donc je pense quand même que c'est plutôt un très bon signe sur le fait que c'est une trilogie qui m'a plu pour l'avoir lu aussi rapidement. Alors oui, ce que n'aborde pas tellement le tome 1, enfin si la thématique arrive quand même dans le tome 1, mais c'est très abordé dans le tome 2 et ensuite dans le tome 3, c'est la question du rapport au pouvoir, du rapport à qu'est-ce que ça veut dire que régner, puisque voilà, on est sur une histoire quand même de royaume, hein, on est dans de la fantaisie un peu médiévale, magique, et du coup on a des personnages qui se retrouvent à devoir régner assez jeunes, à devoir prendre la suite de leurs parents, qui sont, en l'occurrence, des personnes qui n'ont pas été toujours très tendres avec leur peuple. Et donc la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire régner? Qu'est-ce que ça veut dire d'instaurer la paix? Est-ce qu'il faut utiliser la force? Quels sont les chemins possibles pour régner? Et j'ai trouvé que du coup c'était tous des thèmes qui étaient abordés de façon extrêmement intelligente, et j'ai beaucoup aimé le message pour des adolescents et du young adulte en particulier, à partir de 16 ans. Je pense même que c'est une réflexion qui peut courir tout au long de notre vie, et c'est vrai que tout au cours du récit, les personnages ont plein de réflexions diverses et variées, qui fait que on a une vraie réflexion qui se construit, c'est-à-dire que on nous dit quelque chose, le lecteur est appelé à y réfléchir, puis après on nous dit le contraire, et donc du coup le lecteur est aussi appelé à y réfléchir, et il n'y a pas de solution toute crue qui est donnée, enfin si, peut-être une, mais justement c'est une belle morale que je vous laisserai découvrir. Et du coup j'ai trouvé que y avait un véritable message, et je comprends pourquoi Rajo, dont la ligne éditoriale me plaît beaucoup, a publié cette trilogie, parce que je pense que voilà, les messages qui sont passés sont en accord avec la maison d'édition. Ensuite il y a aussi d'autres questions sur la rédemption notamment qui sont abordées, et puis il y a toute une évolution psychologique des personnages.
qui avait commencé d'ailleurs très très bien avec le tome 1, mais qui était inabouti, mais c'est normal, c'était un tome 1, qui continue avec le tome 2 et qui continuait aussi beaucoup avec le tome 3. Et j'ai trouvé que les personnages étaient... ils sont de plus en plus attachants au fur et à mesure de l'histoire. Ils prennent parfois des très mauvaises décisions, attention, mais c'est pour faire réfléchir le lecteur et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, enfin vraiment, ouais. Je peux comprendre que peut-être l'évolution d'un certain personnage ne plaise pas du tout à certaines personnes, surtout que, en fait c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est vraiment franchement gris, mais j'aime aussi quand on est dans quelque chose qui se résout pas du jour au lendemain et que les personnages qui ont traversé des épreuves difficiles prennent du temps aussi à se reconstruire et que voilà, l'histoire doive aussi continuer au-delà de la trilogie. Alors le petit peut-être bémol que je pourrais apporter, c'est que l'univers de fantasy n'est pas beaucoup plus développé au cours du tome 2 et 3. Mais on sait qu'il y a d'autres choses, notamment il y a un personnage qui arrive, qui est un personnage qui est une créature, et qui apporte sa dose de magie et sa dose d'un autre pays, d'une autre géographie, d'une autre histoire, d'une autre politique aussi. Mais on reste très en surface là-dessus. Et donc, en fait, on n'a pas la globalité de ce monde, on a vraiment juste... c'est juste concentré sur ce qu'on découvre déjà dans le tome 1. Et donc, c'est vrai que ça méritait peut-être d'être un peu plus exploité. Bon, en vérité, moi, ça m'a pas vraiment manqué. Enfin, en tout cas, pour le cadre de l'histoire, ça m'a pas tellement manqué. J'aurais presque plus envie d'un spin-off sur ce personnage créature qu'on rencontre. Mais c'est vrai que, voilà, petit défaut. Après, est-ce que c'est lié aussi au fait qu'elle a pas voulu faire trop compliqué puisque elle se concentrait sur ses personnages à elle? Je pense que oui. Bon, voilà. En gros, mon avis, vraiment très bonne lecture. Très bonne saga, peut-être pas une saga coup de cœur, mais en tout cas une saga que j'aurais plaisir à vendre à d'autres personnes et à dire mais allez-y, lisez-les, puis d'avoir surtout les avis des autres. Et du coup maintenant j'attends l'avis de Marie, je vais lui prêter certainement le tome 2 et 3 pour qu'elle puisse continuer. Je serais très curieuse d'avoir son point de vue, parce que c'est vrai que c'est assez particulier quand même comme tournure d'histoire. On sort un peu des sentiers battus et de ce qui peut être attendu. Moi c'est ce qui m'a plu, mais du coup je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, donc voilà, je serais curieuse d'avoir l'avis de Marie. Très clairement je suis tombée amoureuse au cours de ce tome 2, c'est pour ça aussi que c'est un coup de cœur, parce qu'il y a un personnage masculin qui est... oh là là. Et puis avec... il y a un personnage féminin avec lui, enfin voilà, il y a une histoire d'amour et voilà, ça a transporté mon petit cœur. Voilà un peu ce que je pouvais en dire. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous avez lu cette trilogie, si vous avez lu que le tome 1 ou l'ensemble, ce que vous en avez pensé. On sera très curieuse de découvrir vos différents avis. Moi en particulier avec mon œil après avoir terminé la trilogie. Si vous savez pas quoi nous dire, je vous invite à mettre un petit emoji couronne pour le règne, on va dire ça. Je crois qu'il existe cet emoji, je crois. Voilà. Et sinon, je pense que je peux dire de la part aussi de Marie qu'on vous souhaite des lectures pétillantes et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt. À bientôt.